Je n'ai jamais entendu la moindre note de musique de toute ma vie. À 14 ans, j'ai vu ma mère réduire mon téléphone en miettes à coups de marteau parce qu'il avait sonné une fraction de seconde avant que je puisse couper le son. Elle a déclaré que même cette toute petite mélodie était suffisamment nocive pour nous abîmer le cerveau à jamais. Mes parents étaient persuadés que la musique n'était rien d'autre qu'un instrument de manipulation inventé par les grandes entreprises pour rendre les gens faibles et stupides. Selon eux, chaque note, chaque rythme, chaque mélodie n'avait d'autre but que de transformer nos esprits en bouillie. On vivait dans une maison où la télé restait muette. Les ordinateurs n'avaient plus de haut-parleurs, et même le micro-ondes était recouvert de scotch sur le bouton du bip. Maman ne cessait de répéter que ceux qui écoutèrent de la musique finissaient zombies, incapables de penser par eux-mêmes. Le marteau est retombé et l'écran s'est fissuré. Une demi-seconde, Lily, a-t-elle soufflé, à bout de souffle. Tu t'en rends compte? Une demi-seconde de ce poison. Tu veux finir sans cerveau? Pour eux, écouter de la musique, c'était s'exposer tôt ou tard à perdre toute capacité à réfléchir clairement. C'était, à leurs yeux, la raison pour laquelle le monde allait si mal. Tout le monde avait le cerveau rongé par ces airs empoisonnés. On ne sortait jamais sans s'enfoncer des bouchons d'oreilles industriels jusqu'à en avoir mal. Maman vérifiait chacun d'entre nous avant de sortir, tirant sur la mousse orange pour s'assurer qu'ils étaient bien en place. Aller faire les courses était un supplice pour moi, car je savais qu'il y avait de la musique dans les magasins, diffusée là-haut, mais les bouchons étouffaient tout. À l'époque, je croyais encore mes parents, mais une partie de moi crevait d'envie de découvrir ce qu'on cherchait tant à nous cacher. Je me surprenais à tendre l'oreille, à essayer de capter ne serait-ce qu'un tout petit fragment, à travers la mousse. Papa avait tout un discours là-dessus. Pendant les repas silencieux, il nous expliquait que l'homme était fait pour vivre dans le calme de la nature, et que la musique avait été inventée pour nous rendre dociles, malléables. Il nous montrait les gens à la télé, muettes bien sûr, et affirmait qu'on devinait tout de suite qu'ils écoutèrent de la musique rien qu'à voir leur regard vide. Mes frères le croyaient sur parole. Quand j'avais 14 ans, j'ai entendu de la musique par accident au collège, quand les écouteurs de quelqu'un se sont débranchés. 5 secondes tout au plus, une batterie et une femme qui chantait, avant que tout le monde se précipite pour couper le son. Mais ces 5 secondes-là, c'était la plus belle chose qui m'ait jamais été donnée de vivre. Mon cœur battait à toute allure, j'en avais la chair de poule, et j'ai compris ce qu'on m'avait interdit toutes ces années. J'ai aussi compris ce qui effrayait tant mes parents. Ce n'était pas du poison, non. C'était le fait de ressentir des choses qu'ils ne pouvaient pas contrôler. C'est devenu une obsession. Je me portais volontaire pour rapporter les livres à la bibliothèque à la pause déjeuner, juste pour passer devant la salle de musique. Je traînais parfois dans les toilettes des magasins, là où les bouchons ne suffisaient plus à tout bloquer. Un jour, je suis restée plantée devant une église pendant un mariage, et l'orgue résonnait si fort que j'en ai pleuré. Maman m'a trouvée là et m'a ramenée à la maison en me tirant par les cheveux. Après ça, ils m'ont retirée du collège, et j'ai eu droit à l'école à la maison. Mes journées se sont enchaînées dans le silence, interrompues seulement par les sermons de papa et le crissement des crayons. Mais j'avais commencé à fredonner sans m'en rendre compte, de petits airs à peine audibles. Mon frère Miles m'a surprise. Il m'a menacé de me dénoncer si je ne lui donnais pas mes desserts pendant 1 mois. J'ai cédé, parce que ces chansons murmurées étaient tout ce qui me permettait de tenir. Mon petit frère Micah, lui, faisait des cauchemars à propos de la musique. Il se réveillait en hurlant, persuadé que des chansons le poursuivaient, que des tambours martelaient dans sa tête. Maman se félicitait de sa vigilance, même en dormant, sans voir ce que je voyais. Un gamin de 7 ans, terrorisé par quelque chose de beau au point que son propre cerveau le torturait. À 16 ans, c'est devenu encore plus invivable. Une nouvelle famille a emménagé à côté, avec des ados qui jouèrent de la musique. Même à travers nos murs censés être insonorisés, les basses faisaient vibrer la maison. Maman allait les supplier chaque jour d'arrêter de détruire nos esprits. Papa s'est mis à chercher une maison au fin fond de la campagne, sans voisins à des kilomètres. Mes frères portèrent leurs bouchons d'oreilles en permanence, même à table. Un après-midi, profitant de l'absence de tout le monde, j'ai franchi la ligne. J'ai retrouvé la cachette où papa planquait son argent et j'ai acheté en douce un tout petit lecteur MP3 à un garçon de la bibliothèque. Je me suis enfermée dans le débarras au sous-sol, le cœur battant, j'ai mis les écouteurs. Dès la première chanson, juste une guitare et la voix d'un homme, j'ai eu l'impression de sortir d'un long coma. J'ai enchaîné 10 morceaux, chacun me redonnant un peu plus vie que le précédent. Miles m'a surprise là, les yeux écarquillés d'horreur. « Tu écoutes ça ?» a-t-il soufflé. « Tu laisses ça te bousiller le cerveau. » Il me regardait comme si j'étais déjà condamnée. J'ai essayé de lui expliquer que ce n'était pas du poison, que c'était magnifique, mais il reculait déjà. « Je dois leur dire » a-t-il lâché. « Ils doivent savoir que tu es contaminé. » Je l'ai supplié de ne rien dire, mais il s'est dégagé et a filé en hurlant après maman. J'ai entendu leurs pas se rapprocher et j'ai su que c'était fini. Impossible de cacher ce que j'avais fait. J'avais choisi la musique au lieu de la folie familiale et il ne me restait plus qu'à attendre la sentence. Quand la porte du sous-sol a explosé et que j'ai vu leur visage déformés par la rage et la peur, j'ai remis les écouteurs et monté le son au maximum.
Si je devais sombrer, autant que ce soit en écoutant quelque chose de beau. La main de maman m'a arraché les écouteurs si violemment que le fil m'a brûlé le cou. Papa a saisi le lecteur MP3 et l'a fracassé par terre, puis l'a piétiné jusqu'à le réduire en miettes, envoyant des éclats de plastique partout. Maman m'a saisi par les épaules et m'a secoué si fort que ma tête partait dans tous les sens. Elle était si près de moi que je sentais son souffle. Elle hurlait à propos du poison, de la contamination, me demandait comment j'avais pu me faire ça. Papa a donné un grand coup de pied dans les débris du lecteur qui ont glissé contre le mur, et je les ai regardés s'éparpiller, emportant avec eux la seule musique qui avait vraiment été la mienne. Miles, lui, restait figé dans l'embrasure de la porte, bouche bée, partagé entre la peur de ce que j'avais fait et la satisfaction de m'avoir prise sur le fait. La dernière chanson continue de tourner dans ma tête, la guitare et la voix de la chanteuse me hantent, et je m'y accroche désespérément pendant que maman me secoue encore, sans relâche. Papa me tire par un bras, maman par l'autre, et il m'entraîne vers l'escalier. Mes pieds effleurent à peine les marches pendant qu'il me soulève, et Miles doit s'écarter à notre arrivée à l'étage. Il me traîne jusqu'à ma chambre, me pousse si brusquement que je manque de tomber, et me cogne le genou contre le lit. Papa me désigne du doigt, la main tremblante, tandis que maman claque la porte, et tourne la clé dans la serrure qu'ils ont faite poser l'an dernier, celle qui ne s'ouvre que depuis le couloir. Je m'assois sur mon lit, je frôle du bout des doigts la trace laissée sur mon cou, là où le fil a mordu la peau. La maison reste figée dans un silence pesant, peut-être une trentaine de secondes, avant que leur voix n'éclate juste derrière la porte. Ils chuchotent, mais la voix de maman monte vite dans les aigus et je saisis des mots à travers le bois. Déprogrammation, intervention, avant qu'il ne soit trop tard. Papa évoque d'un ton grave des dégâts neurologiques. Maman rétorque « contaminé » et je me bouche les oreilles. Mais ça ne change rien, leur voix me traverse. Ils se disputent, interminablement. Les intonations de maman deviennent coupantes. Celle de papa reste posée. Je m'allonge sur le lit, les yeux fixés au plafond, envahi par un calme étonnant au milieu de tout ce chaos. Je me replonge dans la musique, la vraie, et je me dis qu'ils auront beau faire, jamais ils ne pourront me l'enlever. La mélodie tourne en boucle dans ma tête. Je murmure les paroles dont je me souviens, et cette paix ne me quitte pas, même quand j'entends maman pleurer dans le couloir. La serrure claque, papa entre, son gros carnet sous le bras, celui où il noircit toutes ses théories. Il s'installe sur la chaise devant le bureau, m'oblige à me redresser sur le lit, face à lui. 4 heures durant, il m'assène son cours sur la musique, les lésions cérébrales, le contrôle mental des grandes entreprises, feuilletant ces pages couvertes de schémas, des cerveaux normaux, dessinés comme des cercles bien réguliers, et d'autres, abîmés par la musique, réduits à des tas de lignes emmêlées. Il m'explique, très sûr de lui, que certaines fréquences sonores peuvent réellement reconfigurer les connexions du cerveau et anéantir l'esprit critique. Il me montre ses graphiques sur la dopamine, les mécanismes d'addiction, disserte sur ces sociétés qui se servent de la musique pour rendre les gens dociles, chaque chanson conçue pour anesthésier la logique. J'acquiesce quand il me pose des questions, je souffle, je comprends, pour qu'il me laisse tranquille. Alors qu'au fond de moi, je repasse ces 10 chansons et je me dis que tout ce qu'il raconte est absurde. Ces croquis ne sont que des ronds et des gribouillages. Ces théories frôlent la paranoïa, et la musique que j'ai écoutée était belle, pas dangereuse. Mais je continue de faire semblant, je note ce qu'il veut voir écrit, et je regarde la lumière glisser de l'après-midi au soir, à travers la fenêtre pendant qu'il parle sans s'arrêter. Quand il quitte enfin la chambre, j'ai la main crispée à force d'écrire et la tête en vrac d'avoir dû jongler avec 2 réalités contradictoires. 1 heure plus tard, maman m'apporte le dîner sur un plateau, qu'elle pose sur le bureau sans croiser mon regard, comme si la moindre œillade risquait de révéler que je suis déjà perdue, déjà empoisonnée. Le repas est le même qu'à l'ordinaire, mais tout est découpé en petits morceaux, comme si j'étais redevenue une enfant de 5 ans. Elle fait le tour de la chambre, range mes livres sur une pile près de la porte, ajoute au-dessus mon journal, puis mon carnet à dessin et les 3 romans entamés. Elle décroche le poster de montagne que je n'ai jamais vu, le roule soigneusement. Quand elle a fini, il ne reste plus dans la pièce que le lit, le bureau et les murs nus. Elle m'annonce, toujours sans me regarder, que toutes les distractions ne feront qu'entraver la déprogrammation, que je dois me concentrer sur la purification de mon esprit. Elle ramasse la pile et quitte la chambre, verrouillant la porte derrière elle. Je mange lentement, mastiquant chaque bouchée, songeant à quel point ils croient réellement à tout ça, à quel point ils ont construit leur existence sur la peur de quelque chose qui m'a simplement fait me sentir vivante comme jamais. Une fois le repas avalé, je m'étends sur le lit. Il ne me reste rien d'autre à faire que de repasser en boucle ces chansons et les schémas délirants de papa. Et je réalise que ces mélodies restent plus présentes, plus claires, plus vraies que tout ce qu'il a tenté de m'inculquer. Le matin, j'entends la serrure. Maman et papa apparaissent sur le pas de la porte pour annoncer les nouvelles règles. Il m'est interdit de descendre sans être accompagnée. Même les passages aux toilettes doivent être surveillés. Je dois frapper, attendre que maman vienne.
puis elle reste postée devant la porte. Il prévoit d'installer une serrure plus solide, une vraie, avec clé, à la porte de ma chambre. Papa énonce chaque règle de sa voix de professeur. Maman approuve en silence, les bras croisés. Miles, gêné, se balance d'un pied sur l'autre dans le couloir, pendant que Mika le pousse pour mieux voir, les yeux écarquillés d'inquiétude. Il demande si je vais mourir à cause du poison de la musique, la voix minuscule et tremblante. Maman le rassure, leur dit qu'ils ont agi à temps, mais qu'il doit rester à l'écart tant que je ne vais pas mieux. Mika recule, et dans son regard, je comprends qu'il me voit déjà comme quelqu'un d'autre, quelqu'un de dangereux. Miles, lui, ne me regarde même pas. Papa termine sa litanie, ils sortent, j'entends les outils, la perceuse, le métal de la serrure toute neuve qui crisse. Quand il teste la clé, le déclic résonne, sec, bien plus final que le loquet d'avant. Je reste assise sur mon lit, dans cette chambre vidée de tout, à compter les heures jusqu'au déjeuner. Les 3 jours qui suivent s'étirent dans un silence monotone, ponctué seulement par les visites de papa, 2 fois par jour, pour répéter ces mêmes cours, ressortir ces mêmes schémas, rabâcher ses obsessions sur les neurones et le contrôle des entreprises. Maman, elle, apporte chaque repas sans dire un mot, pose le plateau, ressort. Ils me font écrire des dissertations sur les méfaits de la musique, sur la manipulation des esprits par les grandes sociétés, sur la nécessité de protéger la famille de la pollution sonore. Je noircis des pages entières avec ce qu'ils attendent, parlant d'ondes cérébrales corrompues et de l'importance du silence. Ma main se crispe à force de serrer le stylo. Mes yeux me brûlent à force de fixer cette page blanche, à chercher 1000 façons différentes de réécrire toujours les mêmes mensonges. Pendant que j'aligne leur propagande, il n'y a que ces 10 chansons qui tournent en boucle dans ma tête. Je me rappelle chaque note de guitare, chaque parole chantée par cette femme, chaque coup de batterie. Les mélodies restent gravées dans ma mémoire, bien plus nettes que le visage de papa pendant ses cours. La nuit, je reste éveillée à fredonner tout bas, si doucement que même moi j'ai du mal à m'entendre. Et c'est cette musique qui m'empêche de hurler contre les murs. Au bout du 3e jour, je commence à avoir l'impression de flotter en dehors de mon propre corps, comme si je m'observais écrire des dissertations, hocher la tête, faire mine d'avaler toutes ces idées folles dont je sais qu'elles n'ont aucun sens. Le 4e jour, je suis réveillée par des cris à l'extérieur. Je me lève, gagne la fenêtre, en restant bien sur le côté pour ne pas qu'on me voie. Maman est dans le jardin des voisins, les bras levés, en train de hurler sur une femme d'à peu près son âge. Cette voisine, les cheveux bruns tirés en arrière, un jean et un pull, a l'air complètement perdue et inquiète. Maman vocifère à propos du bruit, de l'empoisonnement délibéré de notre famille, exigeant qu'ils coupent leur musique infernale sur le champ. La femme tente de se justifier, mais maman la coupe sans arrêt, de plus en plus nerveuse, de plus en plus bruyante. Elle désigne tour à tour notre maison, celle des voisins, le visage rouge de colère. La femme fait un pas en arrière, essaye de la calmer, mais ça ne fait qu'exaspérer maman davantage. Un adolescent sort sur le perron, 16 ou 17 ans à tout casser, la femme lui adresse quelques mots à la hâte et il disparaît aussitôt à l'intérieur. Maman continue de tempêter encore 1 minute, puis traverse furieusement la pelouse pour rentrer chez nous. La voisine reste plantée là, la regarde s'éloigner, puis lève les yeux vers les autres maisons, comme si elle essayait de comprendre ce qu'il se passe. Je lis dans son expression une inquiétude qui me fait penser qu'elle a bel et bien compris que quelque chose cloche ici. Elle finit par rentrer et moi, je reste à ma fenêtre à me demander ce qu'elle pense de tout ça, si elle croit le moindre mot des élucubrations de maman. Ce soir-là, allongée sur mon lit, je le ressens soudain, une faible vibration qui traverse le mur. C'est à peine perceptible, mais quand j'aplatis la paume contre le mur, je la sens nettement. Les basses, profondes et régulières, qui viennent de chez les voisins. Sans doute qu'ils répètent, ce garçon et son groupe. Je me lève, colle mes 2 mains puis ma joue contre le mur, cherchant à capter le moindre frémissement. Ce n'est pas vraiment de la musique, mais ça s'en rapproche. C'est déjà ça. Les vibrations traversent le plâtre jusque dans mes mains, et j'arrive presque à imaginer les vrais sons derrière. La batterie, la basse, tout ce qui fait battre ce rythme. C'est le plus proche que je puisse être de la musique à présent. Alors je reste là, à m'en nourrir, à m'accrocher à ces minuscules secousses. Seul lien qui me rattache encore à quelque chose de vivant, juste derrière ce mur. Les vibrations durent une 20aine de minutes, parfois plus intenses, parfois à peine perceptibles. Je reste là, immobile, les yeux fermés, à espérer que la musique finisse par traverser le plâtre, comme si je pouvais la faire venir rien qu'en le voulant assez fort. Le verrou de la porte claque. Je me retourne brusquement. Maman est là, elle me fixe, ma main encore posée contre le mur. En 3 enjambées, elle traverse la pièce et me frappe les mains, si fort que ça me brûle. Elle respire vite, ses yeux fous naviguent de moi au mur, comme si la musique pouvait la contaminer elle aussi. Elle repart aussitôt, revient 5 minutes plus tard, les bras chargés d'une épaisse mousse isolante, celle que papa utilisait pour insonoriser les pièces. Sans un mot, elle arrache des bandes de scotch et commence à recouvrir la partie du mur où je me tenais, enfonçant la mousse, la lissant,
en superposant 3 couches pour qu'aucun son ne filtre. Quand elle a fini, elle pose la main sur la mousse, hoche la tête, satisfaite de voir que les vibrations sont étouffées. Elle tremble, halète, et je comprends alors qu'elle n'est pas en colère. Non, elle a peur. Terrifiée à l'idée de perdre le contrôle sur moi, terrifiée que la musique passe à travers toutes leurs serrures, leurs règles strictes, leurs discours moralisateurs. Elle me lance un regard où se lit une peur pure, et peut-être autre chose aussi, comme si elle commençait à comprendre que la peur ne protège pas vraiment. Elle sort, referme la porte à clé derrière elle, sans dire un mot. Au dîner, papa prend la parole. On est tous là autour de la table, moi coincée entre eux comme si j'allais m'enfuir. Miles en face, les yeux plongés dans son assiette, Maïka au bout, jouant avec sa nourriture. Papa annonce qu'il a trouvé une propriété sur Internet, une maison perdue au milieu de 8 hectares, à au moins 1 heure de la moindre ville, sans voisins à des kilomètres à la ronde, complètement isolée. Parfait selon lui, pour nous protéger de cette soi-disant zone contaminée où l'on vit. On va déménager dans 2 semaines, il a déjà versé un acompte, les cartons sont en route. Maman acquiesce, soulagée, comme si ce déménagement allait tout arranger. Miles lève les yeux un instant, et je crois voir passer un doute, ou juste de la lassitude, mais il ne dit rien. Mika demande s'il y aura d'autres enfants là-bas. Papa répond que non. Justement, c'est le but, être à l'abri de toute influence extérieure. Je reste pétrifiée devant mon assiette, incapable d'avaler quoi que ce soit, sidérée de voir ma propre famille organiser mon isolement total. 2 semaines, 14 jours avant qu'il ne m'emprisonne dans un endroit où la musique n'existera plus, où je ne verrai plus personne de mon âge, où toute chance de m'enfuir disparaîtra. Le calme que j'avais trouvé à la cave s'est évaporé, remplacé par une angoisse aiguë, une urgence qui me tord le ventre. Il ne me reste plus que 14 jours pour décider de ce que je vais faire, parce que je sais avec une certitude glaciale que je ne peux pas les laisser m'emmener dans cette prison perdue à la campagne. Je regarde chacun d'eux tour à tour. Maman est soulagée, papa satisfait, Miles hésite, Maïka est perdue, et je comprends que, quoi que je décide, ce sera seul. Cette nuit-là, j'attends que papa se mette à ronfler de l'autre côté du mur, puis je me glisse hors du lit, et j'essaie la fenêtre de ma chambre. Je pousse sur le cadre, il ne bouge pas d'1 millimètre, et en passant les doigts le long de la vitre, je sens que la peinture l'a totalement scellée. J'essaie l'autre fenêtre, c'est la même chose. Les 2 portes ont été peintes pour rester fermées, sans doute il y a des années, à l'époque où ils ont commencé à craindre que je tente de m'enfuir. Mais en scrutant la porte, je remarque quelque chose qui pourrait m'être utile. La serrure n'est qu'un petit loquet très banal, le genre qu'on achète partout, et l'espace entre la porte et le cadre est assez large pour que je puisse, avec un peu de chance, glisser quelque chose de fin pour l'actionner. Je fais un essai avec un marque-page, je sens le loquet bouger légèrement, et je comprends que, le moment venu, ce sera ma porte de sortie. Le lendemain matin, comme d'habitude, maman prend sa douche à 7h30 précise. J'attends d'entendre l'eau couler, puis je descends sur la pointe des pieds, le cœur tambourinant dans ma poitrine au point d'en avoir la gorge serrée, et file tout droit vers la cuisine. Les clés de voiture de papa sont toujours accrochées à leur crochet près de la porte du garage. Je les attrape sans hésiter et les cache tout au fond d'une boîte de céréales, dissimulée derrière les conserves, tout au fond du placard. Je remonte dans ma chambre avant même que la douche ne s'arrête, et je m'assieds sur mon lit, tentant tant bien que mal de retrouver mon souffle. 1 heure plus tard, j'entends papa qui se prépare à partir, puis sa voix, incrédule, qui s'élève. Il cherche ses clés partout sans rien trouver, et rapidement, il retourne la maison de fond en comble, ouvre tous les tiroirs, vide les poches des manteaux, de plus en plus nerveux. Maman s'y met aussi, et je les entends fouiller chaque pièce. Puis la voix de papa se fait froide, accusatrice. Il appelle Miles, et j'entends mon frère descendre. Papa veut absolument savoir si c'est une blague. Miles a l'air complètement perdu et proteste qu'il n'a rien pris, mais papa ne le croit pas, insiste, et le ton monte, tandis que maman continue de chercher. Moi, je reste dans ma chambre, à écouter le chaos que j'ai provoqué. Finalement, papa lâche l'affaire et annonce qu'il va falloir reporter le rendez-vous pour signer les papiers de la maison. Et j'éprouve une petite satisfaction discrète en sachant que tout ça, c'est mon œuvre. 3 jours s'écoulent, et je passe la plupart du temps à observer la maison d'à côté par la fenêtre. Peu à peu, je commence à repérer les habitudes de la famille. Un garçon de mon âge sort chaque matin à 7h30 avec son sac à dos et rentre vers 15h. Parfois, en fin d'après-midi, je le vois à sa fenêtre et j'imagine qu'il joue d'un instrument parce que je ressens à nouveau ses vibrations sourdes. Un jour, il est dans le jardin et lève les yeux vers ma fenêtre. Je me baisse aussitôt, mais j'ai le temps de le voir me faire un signe de la main, comme pour me saluer. Je ne sais pas s'il m'a réellement vu, mais j'en ai les mains qui tremblent. Le 3e jour, maman finit par retrouver les clés dans la boîte de céréales, et elle entre dans une colère noire, accusant papa d'être négligent et de ne jamais faire attention à rien. Lui, il s'en défend avec véhémence, jurant qu'il n'a jamais mis les clés là. La dispute dure près d'1 heure et j'entends la nervosité dans leur voix,
Mais ce contretemps fonctionne exactement comme je l'avais espéré. J'ai profité de ces 3 jours pour tout reconsidérer, peser mes chances, essayer de trouver la meilleure solution. Si je m'enfuis, je n'ai ni argent, ni voiture, ni endroit où aller, et ils me retrouveront sûrement très vite. Mais si je les laisse m'emmener dans cette maison isolée, je serai piégée pour de bon, sans possibilité de contacter qui que ce soit ou de demander de l'aide. Aucune des 2 options n'étant viable, mais au moins la fuite me laisse une chance. Ce même après-midi, pendant un des sermons de papa, je tente quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis des semaines. Je lui pose enfin une vraie question sur ses théories. Je vois son visage s'illuminer, partagé entre la surprise et la satisfaction. Je lui demande ce qu'il advient des gens qui ont été exposés à la musique, s'il y a un moyen de réparer les dégâts. Il se lance alors dans une longue explication sur les périodes de récupération, sur la manière de nettoyer le cerveau, affirmant qu'il peut se régénérer à condition de supprimer toute influence musicale et de suivre un protocole très strict. Il a l'air sincèrement content de mon intérêt. J'acquiesce, je pose d'autres questions, tandis que dans ma tête, tout s'accélère. Je comprends à quel point il a besoin de croire que je peux être sauvée, à quel point il s'accroche à son système, et je devine que je peux en tirer parti. Si je fais semblant de vouloir guérir, il me lâchera peut-être un peu la bride. Cette nuit-là, quand tout le monde dort, je déchire une page d'un vieux carnet caché sous mon matelas et, en écrivant minuscule pour que tout tienne sur une seule feuille, je note un message. J'ai besoin d'aide. Ils veulent m'emmener ailleurs. Je n'ai pas le droit de sortir. Je plie le mot le plus petit possible et le glisse dans ma poche, le cœur battant à tout rompre parce que je sais que c'est risqué. Si mes parents tombent dessus, je n'ose même pas imaginer leur réaction, mais je n'ai plus le choix, ni le temps. Le jour des poubelles, je surprends tout le monde en me portant volontaire pour sortir les sacs. Maman s'arrête net, elle me regarde, méfiante, mais je garde un air naturel et serviable. Finalement, elle accepte. Papa m'observe depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je descends les sacs jusqu'au trottoir et j'avance lentement, comme si de rien n'était. La poubelle de recyclage du voisin est juste à côté de leur allée. En repassant, je glisse mon mot sous les journaux, aussi vite que possible, en espérant que personne ne m'a vu, et surtout, qu'on le trouvera. 2 jours passent, sans le moindre signe. Je commence à me dire que mon message a été jeté ou perdu au fond de la poubelle. Peut-être que le fils des voisins ne la regarde jamais, ou alors il m'a prise pour une folle et a tout ignoré. J'observe leur maison pendant des heures, sans rien voir d'anormal, et l'espoir s'étiole peu à peu. Mais le 3e jour, je regarde par la fenêtre, et l'adolescent est dans son jardin, planté là à me fixer. Il tient un petit tableau blanc sur lequel il a écrit, en gros, au feutre noir. « J'ai vu ton mot ». Mes mains se mettent à trembler si fort que je dois les appuyer contre la vitre. Je lui fais un signe de pouce levé, il acquiesce, efface le message et en écrit un autre. « Que veux-tu » J'articule distinctement « aide », puis je désigne la voiture de mes parents dans l'allée, espérant qu'il comprendra que je risque de disparaître bientôt. Il me regarde sérieusement, acquiesce encore, cette fois avec une détermination nouvelle, comme s'il avait parfaitement saisi ce que j'essaie de lui dire. Pendant les 3 jours qui suivent, André vient dans son jardin à différents moments avec son tableau blanc. Il y inscrit des questions simples, auxquelles je réponds d'un signe de pouce. « Tu as le droit de sortir ?» Je baisse le pouce. « Tes parents préparent quelque chose ?» Pouce levé. « Bientôt ?» Encore pouce levé. Il efface, recommence. « Ils te font du mal ?» J'hésite, puis, finalement, je lève le pouce, et je vois son visage se durcir. « Ils déménagent avec toi ?» Pouce levé. Il écrit une dernière phrase. « On va t'aider. » Je pose ma main contre la vitre, il fait de même de son côté, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai le sentiment de ne plus être toute seule dans cette galère. Le 4e jour, maman me surprend près de la fenêtre pendant mon faux temps de lecture. Elle ne dit rien, se contente de me fixer d'un regard à glacer le sang. Ce même après-midi, j'entends des coups de perceuse et de marteau. Et le soir venu, je découvre une tringle toute neuve au-dessus de ma fenêtre, d'où pendent de lourds rideaux occultants. Maman les tire aussitôt, plongeant la pièce dans l'obscurité, et m'explique qu'ils doivent rester fermés en permanence, car le monde extérieur m'empêche, soi-disant, de guérir. Je comprends immédiatement qu'elle parle d'André. Cette nuit-là, quand tout le monde dort, je réussis à écarter discrètement le rideau d'1 centimètre pour vérifier si André a laissé un message. Le tableau est vide, mais j'aperçois une lumière qui s'allume et s'éteint à sa fenêtre, comme s'il voulait vérifier si je pouvais toujours voir dehors. J'allume ma lampe de bureau 2 fois pour lui répondre, et la lumière de sa chambre clignote 3 fois en retour. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Je dois être de plus en plus méfiante, parce que maman me surveille sans prévenir, vérifiant toute la journée que les rideaux sont bien tirés. Alors je commence à saboter discrètement les préparatifs du déménagement. Je fais tomber une boîte de vaisselle en la portant, 3 assiettes volent en éclats. Maman hurle, je m'excuse et fais mine d'être maladroite.
Je égare le dossier de la nouvelle maison, forçant papa à retourner toute la maison avant de le retrouver dans la poubelle de recyclage. Je prétends l'avoir jeté par mégarde en rangeant. Écoute 90 secondes et mets-moi 5 étoiles sur Spotify. Je fais un tirage au sort pour celles et ceux qui l'auront fait et qui me montreront la preuve sur mon Instagram. Il y aura 4 gagnants et tu pourras choisir entre une carte cadeau Spotify ou Amazon. Lorsque maman me demande de préparer mes affaires, je plie tout n'importe comment, en mélangeant vêtements d'été et d'hiver, jusqu'à ce qu'elle s'énerve et finisse par tout refaire elle-même. Papa s'agace de plus en plus à chaque maladresse, mais maman interprète tout comme un effet secondaire de la musique sur mon cerveau. Elle explique à papa que si je me débrouille mal, c'est simplement que je ne suis pas encore remise, et je dois prendre sur moi pour cacher mon soulagement en voyant que mon petit manège fonctionne. Un matin, je me réveille au bruit d'une perceuse devant ma porte. Je me redresse, papa entre avec un verrou tout neuf. Il prétend que c'est pour ma sécurité, pour m'éviter de sortir la nuit, mais je comprends bien ce qui se joue. Il transforme ma chambre en prison. Il installe le verrou devant moi, côté couloir, pour qu'il n'y ait que lui ou maman qui puisse t'ouvrir. Il teste le mécanisme 3 fois, me jure que ce n'est temporaire, le temps qu'on soit dans la nouvelle maison où j'aurai, paraît-il, plus de liberté. Je n'y crois pas une seconde. La nuit venue, enfermée, j'imagine qu'on va me transporter de force dans une maison perdue au bout du monde, où personne ne pourra jamais me retrouver. Il faut que je garde une trace de tout ce qui se passe, au cas où j'aurai un jour l'occasion de raconter mon histoire. J'arrache des pages au fond d'un vieux cahier que j'avais caché sous mon matelas depuis des mois. J'écris tout en minuscules, pour faire tenir le maximum sur ces petits bouts de papier. 3 mai. Papa a posé un verrou à l'extérieur de la porte. Il prétend que c'est pour m'empêcher de sortir. 4 mai. Maman vient vérifier chaque heure. Je n'ai pas le droit d'aller aux toilettes sans demander. 5 mai. Papa m'a fait la morale pendant 3 heures sur les dangers de la musique. Maman m'a confisqué mes livres. Je cache ces papiers dans ma tête d'oreiller, là où personne n'ira fouiller à moins de tout déchirer. Chaque jour, j'ajoute des notes sur les serrures, l'isolement, la surveillance, les sermons sur mon cerveau soi-disant endommagé. Si jamais j'arrive à sortir d'ici, je veux garder toutes ces preuves, les dates, les détails, pour qu'on me croie. Le 6e jour, quelqu'un frappe à la porte d'entrée. J'entends maman répondre. J'ouvre ma porte juste assez pour écouter. Une femme demande si elle peut emprunter une grande casserole. Maman soupire mais accepte. En jetant un coup d'œil, je reconnais Sylvia, la mère d'André, dans l'entrée. Son regard balaie le salon, et je la vois écarquiller les yeux en découvrant la mousse sur les murs, le ruban sur la sonnette, la télé débranchée et les haut-parleurs arrachés. Maman lui tend la casserole à toute vitesse, prête à refermer la porte, mais Sylvia la remercie posément, tout en observant chaque détail. Je sens qu'elle repart avec des soupçons plein la tête. Le lendemain matin, papa déverrouille ma porte pour m'apporter le petit déjeuner. J'en profite pour retrousser mes manches, laissant voir les bleus sur mes bras, trace d'une étreinte trop forte de maman 2 jours plus tôt, pendant l'un de ses sermons sur la musique. Les marques sont violettes, bien nettes, en forme de doigts. Papa les remarque, ne dit rien, pose le plateau et s'en va. Je me colle près du rideau, juste à l'endroit où je peux apercevoir le jardin de Sylvia. Elle est là, en train d'arroser ses plantes, et j'attends qu'elle lève les yeux. Dès qu'elle le fait, j'articule distinctement « Aide-moi ». Son visage se transforme aussitôt, passant de la curiosité à une inquiétude profonde. Elle repose l'arrosoir, fixe ma fenêtre longuement, puis rentre chez elle. Cet après-midi-là, j'entends sa voix dehors, au téléphone. Je ne comprends pas ce qu'elle dit à travers la vitre et les rideaux, mais son ton est grave, presque solennel. Elle ne cesse de lancer des regards vers la maison, et je colle mon visage contre le rideau pour ne rien rater. Elle marche de long en large, gesticulant nerveusement, comme pour expliquer quelque chose d'important. J'ose espérer qu'elle est en train d'appeler quelqu'un qui pourra vraiment m'aider. Ce soir-là, maman débarque dans ma chambre sans prévenir et se met à fouiller partout. Vide les tiroirs, jette mes vêtements sur le sol, défait tout mon lit. Quand elle découvre les petits papiers cachés dans ma tête d'oreiller, son visage se vide de couleur avant de virer au rouge vif. Elle les parcourt à toute vitesse, les mains tremblantes, puis les réduit en confetti. Sa réaction dépasse de loin celle qu'elle avait eue en dénichant le lecteur MP3. Elle hurle. « Tu te donnes en spectacle. Tu n'es qu'une ingrate. Tu inventes des histoires pour nous faire passer pour des monstres alors qu'on a tout fait pour te sauver de toi-même. » Elle me lance les morceaux en pleine figure, qui retombent lentement comme une neige sale. Elle crie encore « Tu es malade, tordu. Comment peux-tu déformer notre amour, notre protection, comme si c'était quelque chose de mal ?» Quand elle s'en va, je rassemble ce que je peux, mais la plupart des bouts sont devenus illisibles. J'ai perdu mes preuves, mais au moins ça m'a appris une chose. Je dois être prête à partir n'importe quand, parce qu'ici, ça ne va qu'en s'aggravant. Je commence à préparer l'essentiel, à le planquer dans des endroits où maman ne pensera jamais à regarder. Je récupère ma veste d'hiver, que je glisse bien à plat sous le matelas. Je mets la main sur un billet d'anniversaire, 30 € peut-être, que je scotche à l'intérieur d'une vieille couverture de livre. Je prends la seule photo de Mika que j'ai gardée, d'avant que tout bascule, et je la planque entre les pages d'un manuel.
Tout finit dans un sac plastique de supermarché que je cache au fond de mon placard derrière une boîte de vieilles chaussures. Je n'ai pas encore de plan, mais je sais que je dois pouvoir attraper ce sac et filer dès que l'occasion se présentera. Parce que rester ici jusqu'à ce qu'on m'envoie je ne sais où, ce n'est plus une option. Le lendemain après-midi, en soulevant discrètement le rideau, j'aperçois André dans son jardin. Il lance une balle de tennis contre la clôture d'un air distrait, regarde vers chez nous, attendant que je le remarque. Il finit par lancer la balle par-dessus la clôture, puis fait mine de la chercher partout. Je l'observe longer la clôture, aller jusqu'au fond, là où les planches ne touchent plus vraiment le sol. Il se penche, fouille, et sa main disparaît un instant sous la barrière. Puis il se relève, fait coucou à sa mère sur la terrasse, et rentre chez lui. J'attends une bonne dizaine de minutes, histoire d'être sûre que personne ne fait attention à moi à la maison. Maman est dans la cuisine, papa dans son bureau. Mes frères planchent sur leurs devoirs dans la salle à manger. Je descends en douce, passe par la porte de derrière. La balle de tennis est là, dans l'herbe, près de la clôture. Je la ramasse, puis je m'accroupis dans le coin. Un papier plié est coincé sous une planche. Je le saisis vite fait et le glisse dans ma poche. Je relance la balle chez André et je rentre avant que quiconque ne remarque que j'ai disparu. Dans ma chambre, la porte bien fermée, je déplie le papier, les mains moites. Le numéro d'André est inscrit tout en haut, et il explique que sa mère a appelé un service d'aide à l'enfance pour demander conseil au sujet d'un enfant du voisinage en danger. On leur a dit de tout noter, de documenter ce qu'ils constatent, et d'appeler en urgence en cas de vrai danger. Dans le mot, ils précisent qu'ils tiennent à jour un carnet avec chaque fois où maman crie, ou quand ils m'aperçoivent à la fenêtre, l'air terrifié. Ils me conseillent d'essayer de sortir parfois, pour qu'ils puissent voir de leurs propres yeux comment mes parents se comportent. Tout en bas, il a écrit « Déchire ce mot après l'avoir lu ». Je relis 3 fois, puis je le réduis en miettes avant de les jeter dans les toilettes. Savoir que quelqu'un veille vraiment sur moi et essaie de m'aider me réconforte un peu. Mais ça m'inquiète aussi, parce que désormais tout pourrait changer, et je ne sais pas si ce sera mieux, ou pire. Le lendemain matin, au petit déjeuner, je fais un truc que je n'ai jamais fait. Je demande à maman si je peux l'aider au jardin, car l'herbe devient haute et le potager aurait bien besoin d'un coup de propre. Elle s'arrête net, sa tasse de café en suspens, et me fixe. Papa lève les yeux de son journal, me scrute comme s'il essayait de deviner mes vraies intentions. Maman veut savoir pourquoi, tout à coup, je m'intéresse au jardin. Je réponds que je passe tellement de temps enfermée que prendre un peu l'air me ferait du bien. Ce n'est pas tout à fait un mensonge. Papa annonce qu'il va surveiller, et après quelques secondes d'hésitation, maman accepte. 1 heure plus tard, on sort. Papa me tend les outils pour désherber et désigne le parterre au pied de la maison, près de la clôture. Je m'agenouille et commence à arracher les mauvaises herbes, tandis qu'il reste planté à 3 mètres, bras croisés, à me surveiller. Je progresse tout doucement vers la clôture. J'entends André de l'autre côté parler avec sa mère. Ils sont là tous les deux. J'arrive à moins d'1 mètre de la barrière, je tends la main vers une touffe d'herbe, quand la poigne de papa s'abat brusquement sur mon épaule et me tire en arrière. Je perds l'équilibre, il m'attrape par le bras et me pousse vers la maison. Il serre si fort que ça me fait mal, et je me retourne. André et Sylvia sont sur leur perron. Ils n'ont rien raté de la scène. Sylvia tient son téléphone, et la manière dont elle le pointe laisse deviner quel film. Papa s'en rend compte, lui aussi, et devient tout rouge. Il leur crie dessus qu'ils n'ont pas le droit de nous filmer chez nous, que c'est une atteinte à notre vie privée. Sylvia, imperturbable, répond calmement qu'elle a déjà appelé la police, qu'il ne devrait plus tarder à arriver pour vérifier que tout va bien. La main de papa me lâche et il me somme de rentrer immédiatement. Je me dirige vers la porte du fond, et en me retournant, je vois Sylvia me faire un petit signe de tête, comme pour me rassurer. À l'intérieur, papa fait les 100 pas dans la cuisine, maman descend, affolée, demandant ce qui se passe. Il lui annonce que les voisins ont prévenu la police et qu'il va falloir gérer ça intelligemment. Le visage de maman passe par toutes les couleurs avant de s'afficher impassible, faussement sereine. Elle me dit de monter et d'attendre dans ma chambre qu'on vienne me chercher. Je m'installe sur mon lit et, 20 minutes plus tard, j'entends une voiture s'arrêter devant la maison, des voix à l'entrée, le rire forcé de maman, la voix posée de papa. On m'appelle et en bas, je découvre 2 policiers dans le salon. Papa et maman arborent leur plus beau sourire et expliquent que je traverse une période compliquée, que je suis difficile en ce moment et qu'ils sont désolés si les voisins se sont inquiétés. L'une des policières, une femme aux cheveux foncés tirés en arrière, me demande si elle peut me parler. Papa répond « Bien sûr » et m'indique le fauteuil. Les policiers restent debout, tout comme mes parents, et je me retrouve la seule assise, ce qui me donne l'impression d'être minuscule et prise au piège. La policière me demande si quelqu'un me fait du mal. Je la regarde, puis je croise le regard de mes parents. La mâchoire de papa est crispée, les mains de maman sont serrées. Je dis que non, que tout va bien. Elle veut savoir si je me sens en sécurité ici. Je hoche la tête. L'autre policier demande des détails sur l'instruction à la maison, et papa s'empresse d'expliquer le programme et les documents. Après quelques questions supplémentaires, il semble satisfait.
Avant de partir, la policière rappelle à mes parents que l'école à domicile exige des papiers en règle et des évaluations régulières, et qu'il faut tout bien tenir à jour. Maman les remercie de leur attention, papa les raccompagne. Dès que la voiture de police s'éloigne, les sourires s'effacent. Papa me dit de me rasseoir, ce que je fais. Il s'assoit juste en face de moi et, d'une voix incroyablement calme et basse, il dit « Si jamais tu t'amuses encore à manipuler les autorités, on n'aura pas d'autre choix que de prendre des mesures plus strictes pour ta sécurité. » Il ne hausse jamais le ton, mais la menace est tellement claire que j'en ai la chair de poule. Maman reste debout derrière lui, les bras croisés, elle acquiesce. Papa explique qu'ils essayent de me protéger et que je complique tout en me rebellant et en cherchant de l'aide ailleurs alors qu'il n'y a soi-disant aucun problème. Selon lui, le déménagement à la campagne devient plus urgent que jamais et on partira dès que les papiers seront prêts. On me renvoie dans ma chambre et je m'allonge sur mon lit en ayant l'impression d'avoir raté un test dont j'ignorais l'existence. 2 jours passent, presque sans contact, à part les repas déposés dans ma chambre. Le 3e jour, en milieu de matinée, alors que personne n'est attendu, quelqu'un frappe à la porte. J'entends papa ouvrir, puis une voix de femme inconnue. Elle dit « Je suis Aisha Beckwith, des services de protection de l'enfance, et je dois parler à la famille. » On sent la surprise dans la voix de papa, même s'il la cache tant bien que mal. Maman sort de la cuisine, un long silence s'installe avant que papa invite finalement la femme à entrer. J'entrebâille la porte de ma chambre pour observer l'escalier. Aisha est une femme noire d'une 40aine d'années, habillée de façon professionnelle, un dossier à la main. Elle jette un coup d'œil partout, remarque la mousse sur les murs, le scotch sur la sonnette, les bouchons d'oreilles que tout le monde porte. Son visage reste impassible mais je vois bien qu'elle observe tout. Elle demande à me parler seule. Papa tente de dire que ce n'est pas nécessaire, mais Aisha explique que c'est obligatoire lors d'une enquête. Le visage de maman se tend, mais elle finit par accepter. Papa m'appelle, je descends. Aisha se présente et demande où on peut discuter tranquillement. Je la conduis dans ma chambre. Elle ferme la porte derrière nous, et le bruit du verrou me semble résonner plus fort que jamais. Elle s'assoit à mon bureau, moi sur mon lit, et me demande de tout lui raconter. Je lui montre ma nouvelle cachette, où je garde des morceaux de papier avec des dates et des faits notés. Je parle du marteau caché dans mon téléphone il y a 2 ans, de maman qui m'a ramenée de l'église en me tirant par les cheveux, des verrous sur la porte, de mon isolement, du projet de déménagement au bout du monde. Elle m'écoute sans rien dire, prend des notes. Quand j'ai terminé, elle me demande si elle peut prendre des photos. J'acquiesce. Elle photographie ma chambre, le verrou à l'extérieur de ma porte, la mousse sur le mur. Elle me demande de remonter mes manches et photographie les marques jaunes sur mes bras, là où maman m'a attrapée. Aisha m'explique qu'elle va mettre en place ce qu'on appelle un plan de sécurité que mes parents devront respecter. Plus de contraintes physiques, sorties obligatoires tous les jours, visites de suivi programmées par les services sociaux. Elle précise que ce n'est pas négociable et qu'en cas de refus, il y aura des conséquences. Nous redescendons et Aisha installe mes parents autour de la table pour leur expliquer le plan. Papa garde un visage fermé, la bouche de maman est pincée, mais ils acceptent tout. Aisha dit qu'elle repassera dans une semaine pour vérifier que tout est respecté, puis elle leur fait signer les papiers. Dès qu'elle part, un silence lourd tombe sur la maison. Maman file à la cuisine et commence à préparer le dîner comme si de rien n'était. Papa s'enferme dans son bureau. Mais je sens bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Ce soir-là, après le repas, papa vient me voir dans ma chambre et m'annonce que, selon le plan de sécurité, je dois passer 30 minutes dehors chaque jour. Le lendemain matin, maman me suit jusqu'à la porte du jardin et me surveille depuis la fenêtre tant que je suis dans la cour. Quand je rentre, elle fouille mes poches et ma chambre. Le soir, papa inspecte mes affaires pendant que je reste assise sur mon lit. Ils appliquent à la lettre toutes les règles d'Aisha, mais trouvent de nouvelles façons de me contrôler. Maman ne m'adresse plus que des ordres, sur un ton sec et sans détour. Papa surveille mon temps dehors, les bras croisés derrière la fenêtre. Ma chambre est fouillée 2 fois par jour. Il n'y a plus de verrou sur ma porte, mais je sais qu'il me surveille et m'écoute plus que jamais. Sur le papier, je devrais être plus en sécurité grâce au plan, mais je me sens encore plus prisonnière, car je comprends maintenant qu'ils ne font qu'obéir pour la forme, tout en cherchant la moindre faille. Le lendemain matin, pendant mon temps dehors imposé, je marche lentement dans le jardin sous le regard de papa depuis la cuisine. Je m'approche de la clôture du fond, là où notre terrain touche celui des Wong, et je fais semblant d'examiner les pieds de tomates morts de maman. André apparaît de son côté, s'accroupit comme s'il désherbait, puis me parle doucement, sans jamais me regarder. Il me dit qu'il y a un foyer pour jeunes en centre-ville qui accueille les urgences, sans poser de questions, et qu'il reste des places. Il sort un petit flyer plié de sa poche et le glisse sous la clôture. Je le ramasse discrètement et le cache dans ma chaussette avant que papa ne s'aperçoive de quoi que ce soit. André ajoute que sa mère connaît une assistante sociale là-bas et qu'ils sont habitués à voir arriver des histoires comme la mienne. Sur le flyer, le numéro de téléphone s'affiche en grosses lettres et je le fixe 10 secondes pour l'imprimer dans ma mémoire. 720 415 8863. Je le répète en boucle dans ma tête.
Papa frappe à la fenêtre et pointe sa montre pour me rappeler que mon temps est presque écoulé. Je fais un signe à André avant de rentrer à la maison. Dans la salle de bain, je déchiquette le flyer en minuscules morceaux que je jette dans les toilettes. Je passe le reste de la journée enfermée dans ma chambre à réciter ce numéro comme un mantra. 720, 95, oui, 63. Je réfléchis à ce que je pourrais dire pour qu'on accepte de m'accueillir. Je me demande si j'aurais vraiment le courage de franchir le pas, de partir pour de bon. Ce qui me hante le plus, c'est Micah. À chaque fois que je m'imagine traverser cette porte, son visage me revient et l'angoisse me noue l'estomac. Il a 7 ans, il fait des cauchemars à cause de la musique, à cause de ce qu'on lui a fait subir. Si je pars, il restera seul avec eux, leurs obsessions et leurs besoins maladifs de tout contrôler. Miles est plus âgé et croit tout ce qu'il raconte. Mais Micah est encore assez jeune pour avoir une chance de s'en sortir, s'il en a l'opportunité. Mais je sais aussi que je ne peux pas le sauver si je ne commence pas par me sauver moi-même. J'ai 16 ans, je deviens fou dans cette maison, et si je ne pars pas rapidement, je ne sais pas ce que je deviendrai. La culpabilité me colle à la peau, mais l'envie de fuir aussi. Je tourne tout ça dans ma tête, cherchant désespérément une solution, mais il n'y en a pas. Je n'ai ni argent, ni plan, ni la possibilité de m'occuper d'un enfant de 7 ans. Rien que d'y penser, je me hais, mais je sais que je dois le faire. Ce soir-là, au dîner, papa annonce qu'il a parlé au propriétaire et qu'on déménage dans 3 jours, au lieu de 2 semaines. Il me fixe droit dans les yeux, et je comprends qu'on veut m'éloigner d'Aïcha et de ses règles avant son retour, à cause du plan de sécurité. Maman approuve et dit qu'il faut commencer à faire les cartons dès ce soir. Je demande si les services sociaux ont validé, et tout de suite, le visage de papa se ferme. Il me répond que le plan de sécurité ne nous empêche pas d'aller vers un meilleur environnement et qu'Aïcha sera informée de notre nouvelle adresse. Je réalise alors que le temps m'est compté. 3 jours. Il me reste 3 jours pour choisir si je saute le pas. Après le dîner, je monte dans ma chambre, je m'assois sur mon lit et j'essaie de respirer sans paniquer. 1 heure plus tard, maman arrive avec des cartons et insiste pour que je commence à ranger mes vêtements. J'emballe tout lentement pour gagner du temps, tout en réfléchissant à la suite. Cette nuit-là, une fois la maison plongée dans le silence, je me lève discrètement, retrouve un stylo et du papier caché dans mon placard, puis je m'assois par terre, dans le noir, pour écrire une lettre à Micah. Je lui écris que je l'aime, que je ne l'abandonne pas, que je ne peux pas rester ici à me laisser détruire, mais que ça ne change rien à ce que je ressens pour lui. Je lui explique que les cauchemars ne sont que des rêves, que la musique n'est pas un poison, et qu'un jour, quand il sera plus grand, il comprendra. Je promets d'essayer de revenir le chercher quand je le pourrai. Je plie la lettre bien serrée, et sans bruit, je vais la glisser sous son oreiller, là où il la trouvera après mon départ. Écrire cette lettre m'a fait pleurer comme jamais depuis l'affaire de la cave, et mes joues sont encore trempées quand je retourne dans ma chambre. Les 2 jours suivants sont interminables. Je fais mes cartons tout en préparant discrètement ma fuite, cachant mes affaires essentielles au fond d'un carton facile à attraper. Je me répète encore et encore le numéro du foyer. 720 415 8863. Je surveille l'horloge. Je compte les heures. Papa et maman sont absorbés par le déménagement, ce qui me laisse le champ libre pour m'organiser. La veille du départ, je reste allongée sur mon lit, tout habillée, à attendre que papa se mette à ronfler, que la respiration de maman devienne régulière et que la maison s'apaise enfin. Ensuite, je me lève et saisis le couteau à beurre volé pendant le dîner. Le verrou de ma porte n'est qu'une petite target à l'extérieur. J'introduis la lame dans la fente entre la porte et le cadre. Je pousse, je tripote, j'essaie d'attraper le loquet. Ça dure une éternité. Mes mains tremblent, la sueur me coule dans le dos, le couteau ne fait que glisser. Je dois tout arrêter 2 fois, persuadée d'avoir entendu du bruit dans la maison. Après 40 minutes d'efforts patients et silencieux, j'entends enfin le déclic du loquet. La porte s'ouvre, je me retrouve dans le couloir plongé dans le noir, le souffle court. Mon sac est caché derrière la commode. Je le prends, puis je descends les escaliers sur la pointe des pieds. Chaque marche me semble résonner dans tout le quartier. Arrivé à mi-chemin, j'aperçois papa dans la cuisine. Il est debout près de l'évier, il boit de l'eau, et nos regards se croisent dans la pénombre. Un instant, plus rien ne bouge. Puis il s'approche et je me mets à courir. Je fonce vers la porte d'entrée. Il crie, je crie, et tout à coup, maman dévale les escaliers derrière moi. J'ouvre la porte et je sors en hurlant. « Aidez-moi! Quelqu'un! Aidez-moi » Je le répète sans m'arrêter. Papa m'agrippe le bras, je me débats de toutes mes forces. Je continue de crier. Les lumières s'allument chez les Wong et j'aperçois Sylvia à sa fenêtre, téléphone à la main. Papa essaie de me ramener à l'intérieur mais je résiste, hurlant de plus belle. « Aidez-moi, s'il vous plaît! Quelqu'un! Aidez-moi » En quelques minutes, j'entends les sirènes. Les gyrophares rouges et bleus illuminent la rue, 2 voitures de police débarquent. Les agents sortent, papa me lâche enfin. Maman est sur le perron, paniquée. Un policier me demande ce qui se passe et je vide mon sac. Je parle des verrous, de l'isolement, du projet de déménagement pour m'enfermer au bout du monde. Je leur dis que j'ai peur
que j'ai besoin d'aide et que je ne peux pas partir avec eux. Mes parents restent plantés là, furieux et impuissants, pendant que je raconte tout. Les policiers échangent des regards entre eux, puis avec mes parents, puis avec moi. Ils interrogent mes parents. Papa essaie d'expliquer le plan de sécurité, mais sa voix sonne faux. Un des policiers parle dans sa radio avant de m'annoncer « Nous allons vous placer en protection immédiate pour garantir votre sécurité ». Je tremble tellement que j'ai du mal à tenir debout. Ils m'aident à monter dans la voiture, et du siège arrière, je jette un dernier regard vers la maison. À la fenêtre de sa chambre, Maïka me regarde, le visage collé contre la vitre, et mon cœur se déchire. Pourtant, un immense soulagement m'envahit. Je sais que cette fois, je vais vraiment pouvoir partir. Il m'emmène dans un foyer d'urgence pour jeunes à l'autre bout de la ville. Un bâtiment en briques sans grande originalité, éclairé de néons froids. À l'entrée, une femme prénommée Hattie vient à notre rencontre et échange quelques mots avec les policiers pendant que je reste plantée là, tremblante. Elle a des yeux pleins de douceur et une voix qui apaise tout de suite. Elle m'installe dans un petit bureau pour remplir les formalités, me pose des questions sur mon nom, mon âge, ma santé, et je réponds sans conviction, vidée par la fatigue. Une fois les papiers remplis, Hattie m'emmène découvrir une petite chambre avec un lit, une commode et une fenêtre. Elle me montre le verrou à l'intérieur de la porte et me glisse, comme un secret. Ici, c'est toi qui décides qui peut entrer, personne d'autre. Elle me demande si j'ai besoin de quelque chose, je secoue la tête et dès qu'elle s'en va, je ferme la porte à clé et m'écroule sur le lit, encore habillée, chaussures aux pieds. Je dors 12 heures d'affilée, le premier vrai sommeil que j'ai depuis des semaines. Quand j'ouvre les yeux, le soleil de l'après-midi traverse la fenêtre et l'espace d'un instant, j'oublie tout. Puis la réalité me rattrape et je reste là, avec ce sentiment étrange de vide et de sécurité mêlée. On frappe à la porte, je l'ouvre, Hattie m'annonce « Tu as de la visite ». Puis elle m'accompagne dans une salle tranquille où 2 chaises et une table attendent. Aïcha est déjà là, carnet en main. Elle se lève et me dit « Comment tu te sens ?» Je m'assois, je réponds que ça va. Elle enchaîne « On va devoir faire un entretien complet. J'enregistrerai tout. » J'acquiesce. Elle lance l'enregistreur. Je lui raconte l'idéologie, la façon dont mes parents sont persuadés que la musique ruine l'esprit. Je lui parle du jour où ils ont détruit mon téléphone à coups de marteau, il y a 2 ans. Je raconte aussi comment ma mère m'a traîné par les cheveux hors de l'église, les verrous sur ma porte, l'isolement dû à l'école à la maison. Je lui décris le sous-sol, le MP3 et tout ce qui a suivi. J'explique le plan de sécurité qui, censé me protéger, n'a fait qu'empirer les choses. Je lui parle du déménagement imminent et du moment où j'ai compris que je n'aurais pas d'autre occasion de partir. Aïcha prend des notes, enregistre et, quand je termine, elle me regarde dans les yeux. « Tu es en sécurité maintenant. » Puis elle précise « Tes parents ne peuvent plus t'enlever. Tu restes ici le temps qu'on décide de la suite. » J'aimerais la croire, mais une part de moi attend toujours de voir mes parents débarquer pour me ramener de force. 3 jours plus tard, Hattie m'emmène au tribunal pour une audience d'urgence. J'attends dans une pièce meublée de chaises en plastique pendant qu'elle m'explique ce qui va se passer. Un juge examine le rapport d'Aïcha, les documents de la police, les photos de ma chambre et des verrous. L'audience paraît interminable, même si elle dure moins d'1 heure. Je tripote mes doigts en regardant les allées et venues de gens en costume. Quand Hattie revient, elle m'annonce « Le juge a prononcé une ordonnance de protection provisoire. Tes parents ne pourront t'approcher que dans le cadre de visites surveillées par l'aide sociale à l'enfance. » Elle s'assoit près de moi et m'explique que ce n'est qu'un début, qu'il y aura d'autres audiences, mais qu'au moins, la loi me protège désormais. J'acquiesce, j'essaie de ressentir un soulagement, mais je suis surtout vidée. La semaine suivante, Hattie m'aide à m'inscrire au lycée public du quartier. J'angoisse à l'idée d'être complètement larguée après toutes ces années d'école à la maison. Nous rencontrons une conseillère, Madame Hervurma, un regard bienveillant, peu curieuse sur mon arrivée au foyer. Elle me met sur pied un programme de soutien avec des cours de rattrapage en maths et en sciences et m'assure que je pourrai commencer dès lundi. Hattie organise aussi des rendez-vous chez une psychologue spécialisée dans les situations d'emprise et de traumatisme, 2 fois par semaine dans une clinique toute proche. Le bureau est chaleureux, fauteuil confortable, plante sur le rebord de la fenêtre. La thérapeute m'explique. On va avancer à ton rythme, construire ensemble des stratégies pour affronter tout ça. Quelques jours plus tard, je découvre la boîte mail que Hattie m'a créée, ultra sécurisée, et je tombe sur un message d'André. Le lire me serre le cœur, mais ça fait du bien, parce que lui au moins comprend ce que j'ai traversé. Il écrit « Ma famille était inquiète pour toi après cette nuit-là. On est tellement rassurés de savoir que tu es en sécurité. » Il me parle du lycée, de son groupe qui prépare le concert du printemps, et il me demande si je tiens le coup. Savoir que j'ai des alliés, même quand tout s'effondrait, m'aide à me sentir moins seule que jamais. Je lui réponds rapidement pour le remercier, lui dire que je suis au foyer et que je vais bientôt commencer les cours. Aïcha passe aussi me voir pour me donner des nouvelles de mes frères. Je m'installe dans la salle commune pendant qu'elle consulte ses notes. Elle a fait des contrôles à la maison et dans leurs écoles.
Mika a été orienté vers une thérapie pour son anxiété, et son professeur trouve qu'il est déjà moins crispé en classe. Miles, lui, refuse toute aide, se braque dès qu'on essaie de lui parler, mais il s'investit davantage à l'école, libéré de l'emprise idéologique des parents. Savoir que Mika est pris en charge me réconforte un peu, même si je m'inquiète toujours pour eux, coincés chez nous. Aïcha m'explique. Tes parents doivent te suivre une thérapie s'ils veulent en garder la garde de tes frères. Le psy note que maman souffre d'une anxiété sévère et que papa a des idées extrêmement rigides. Ils assistent aux séances, mais la thérapeute précise qu'ils n'ont pas vraiment évolué, qu'ils viennent, mais ne se remettent pas en question. Je demande, ils crient encore à côté avec la musique? Et Aïcha me rassure. Les voisins n'ont plus rien signalé. 3 semaines après la première audience, une nouvelle comparution a lieu au tribunal. Cette fois, je dois témoigner. Ati est avec moi. On patiente devant la salle jusqu'à ce qu'on m'appelle. Marcher jusqu'à la barre me fait trembler. Ma voix est faible quand je réponds. L'avocat me questionne sur l'idéologie, l'isolement, l'histoire du sous-sol, le déménagement. Je dis tout, sans rien cacher, et c'est à la fois terrifiant et libérateur de tout poser, là, devant ceux qui peuvent de changer les choses. Mes parents sont de l'autre côté de la salle avec leur avocat. Ils gardent les yeux baissés, sans jamais croiser mon regard. Le juge prête une oreille attentive à tout ce qui est dit, puis décide de prolonger l'ordonnance de protection et impose un suivi régulier de la situation de mon frère, avec des règles précises que mes parents devront respecter. Après l'audience, Ati me propose de participer à un petit concert organisé dans le quartier, dans le cadre d'une thérapie d'exposition, pour m'aider à surmonter mon anxiété liée à la musique. Ma thérapeute pense que cela pourrait m'aider à apprivoiser mes émotions face à la musique, dans un cadre rassurant. Un samedi après-midi, nous allons dans un parc où un groupe local joue de la folk. Je m'installe sur une couverture, Ati assise à côté de moi, et dès les premières notes, je me mets à pleurer sans réussir à m'arrêter. Je ne pleure pas vraiment de tristesse. C'est plutôt comme si tout ce que j'avais gardé à l'intérieur sortait enfin. Je passe tout le concert à pleurer, mais paradoxalement, je me sens plus vivant que depuis très longtemps. Les gens autour de nous doivent me trouver bizarre, mais Ati reste simplement là, sans me juger, me laissant vivre ce moment comme j'en ai besoin. Plus tard, pendant ma séance, j'essaie de dénouer ce mélange douloureux de peine et de joie. Ma thérapeute m'aide à comprendre que je peux aimer la musique tout en pleurant ce que la peur de mes parents à ce sujet a coûté à notre famille. Au collège, j'ai des difficultés dans certaines matières, surtout en maths, où j'ai des lacunes sur les bases. Les sciences aussi sont compliquées, car je n'ai jamais vraiment appris à faire des expériences ou à raisonner scientifiquement. En revanche, je m'en sors mieux que prévu en anglais et en histoire, parce que la lecture me permet de rattraper plus vite. Je réussis mes premiers contrôles dans 3 matières, et cette petite victoire prend pour moi une importance énorme. Mon professeur d'anglais écrit excellent travail sur ma dissertation à propos d'un roman qu'on a étudié, et je reste longtemps à regarder ces mots. Peu à peu, je me dis que je peux vraiment rattraper mon retard, retrouver une scolarité normale, même si cela me demandera beaucoup d'efforts. 1 mois après avoir quitté la maison, Aïcha vient me voir pour m'informer des progrès de mes parents en thérapie. Elle s'installe avec moi dans la salle de réunion du foyer et m'explique qu'ils ont enfin eu un vrai déclic. Ma mère a reconnu que sa peur de la musique vient de son propre trouble anxieux, et non d'un danger réel. Mon père, lui, admet que l'isolement de la famille a causé des dégâts, surtout à moi et à mes frères. Ce n'est qu'un tout petit pas dans leur façon de voir les choses, mais c'est déjà ça. Aïcha me dit que la thérapeute reste prudemment optimiste, tout en rappelant qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Je ne sais pas trop quoi ressentir. Une partie de moi souhaite qu'ils aillent mieux. Une autre leur en veut encore pour tout ce qu'ils nous ont fait subir. Ma thérapeute me dit que ces 2 sentiments peuvent cohabiter. 2 jours plus tard, j'ai ma première visite surveillée avec mes frères, dans un bureau de l'aide sociale à l'enfance. On se retrouve dans une pièce avec des jouets et des livres, pendant qu'une assistante sociale prend des notes dans un coin. À peine entrée, Maïka se précipite vers moi pour me serrer dans ses bras et me confie qu'il dort mieux désormais. Depuis qu'il a commencé la thérapie, ses cauchemars sont moins fréquents et la maison est plus calme sans mes disputes avec les parents. Miles, lui, reste assis sur une chaise, silencieux, mal à l'aise, sans cesser de jeter un œil inquiet à l'assistante sociale. Finalement, il finit par admettre qu'il ne sait plus très bien quoi penser de tout ça. Je vois que le fait de ne plus vivre dans le discours parental permanent le bouleverse. Il me demande si je compte rentrer un jour, et je lui réponds que je n'en sais rien. Mika me montre un dessin qu'il a fait en thérapie, toute la famille m'y sourit, et je dois me retenir de pleurer à nouveau. 2 semaines plus tard, Ati m'appelle dans son bureau pour m'annoncer qu'une famille d'accueil souhaite me rencontrer. Elle me montre un dossier avec des photos d'une petite maison avec un porche et d'un couple d'une 50aine d'années qui semble chaleureux et bienveillant. Ils n'ont pas d'enfants à la maison. Ils ont déjà accueilli d'autres jeunes et Ati m'assure qu'ils comprennent ce que je traverse et veulent vraiment m'aider. La rencontre se fait dans un centre associatif, dans une pièce au calme, et je suis tellement stressée que j'ai du mal à trouver mes mots. La femme s'appelle Carole, l'homme Robert. Il me pose des questions simples sur l'école et sur ce que j'aime faire.
Carole précise qu'ils ont une chambre d'amis qui pourrait devenir la mienne, et Robert ajoute qu'ils tiennent à ce que la maison reste paisible, mais que je pourrais écouter de la musique quand je veux. Rien que d'entendre ça, je me mets à pleurer à nouveau, et Carole me passe des mouchoirs, tout naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Ils me disent que je n'ai aucune pression, que je peux y réfléchir, mais quelque chose chez eux me rassure tellement que j'accepte sans vraiment hésiter. Tout se met en place la semaine suivante. Hattie m'aide à déménager mes quelques affaires chez eux. Ma chambre est simple, un lit, un bureau, une petite bibliothèque et surtout, une porte qui ferme à clé de l'intérieur, comme Carole me le montre pour que je sache que j'ai un espace rien qu'à moi, où je peux me sentir en sécurité. En thérapie, 2 fois par semaine, j'apprends à accepter que ma famille ne sera sans doute jamais totalement réparée, et qu'il va falloir faire le deuil de certaines choses, tout en continuant d'avancer. Certains jours, je suis en colère contre mes parents, d'autres fois, ils me manquent, et j'apprends que ces sentiments peuvent exister en même temps. Je suis déterminée à terminer le lycée, même si ce n'est pas facile de rattraper le temps perdu, et j'arrive enfin à imaginer un avenir qui ne soit pas juste une question de survie au jour le jour. 6 mois après cette nuit où tout a changé à la cave, je vis chez Carole et Robert, et je tiens la route au lycée, avec peut-être à peine 1 an de retard à rattraper. Mes parents poursuivent de leur suivi thérapeutique, les contacts restent encadrés, et l'on m'assure qu'il leur faudra encore du temps. Mes frères sont toujours à la maison, accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Et les cauchemars de Mika ont presque disparu. Les Wong, parfois, m'envoient des messages pour prendre de mes nouvelles. Et cela compte beaucoup pour moi qu'ils aient vu ce qui se passait et aient eu le courage d'agir. Il m'arrive encore d'avoir des jours difficiles, quand la peine refait surface ou que je m'inquiète pour mes frères, et la thérapie continue, car on ne guérit pas d'un claquement de doigts. Mais je suis en sécurité, j'apprends, et je peux écouter la musique que je veux, quand je veux. Et c'est une fin bien meilleure que tout ce que j'aurais pu imaginer, à l'époque où ma seule rébellion, c'était juste de monter le son. C'est déjà la fin. Si vous avez tenu jusqu'ici, je dois dire que je suis à la fois admiratif et un brin préoccupé pour vous. Autant s'abonner tout de suite, non? À ce stade, on est clairement tous les deux trop impliqués dans l'affaire. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir où tout ça va nous mener.